rue Carnot ou encore avenue Gambetta, sans oublier rue Joffre ou encore rue Lafayette. Bientôt de l'histoire ancienne au Sénégal, même si plusieurs avancées sur ce plan, c'est-à-dire la défrancisation des dénominations en Afrique, notamment du patrimoine culturel africain, avait déjà été observée sur le territoire sénégalais. Il s'agit d'une annonce du président Diomaye Diakhar Faye lorsqu'il déclarait déjà qu'il fallait rappeler aux jeunes Sénégalais l'esprit, mais aussi, on va le dire, la poigne panafricaniste qui anime aujourd'hui les dirigeants africains, sans oublier les observateurs et analystes de cette scène panafricaniste. Le président Diomaye Faye et son premier ministre multiplient aujourd'hui des sorties dans la même veine. Suivent-ils la voie définitivement des pays de l'AES ou ont-ils simplement décidé d'être fidèles à leur discours de campagne présidentielle? Eh bien, on en parlera avec notre invité dans le cadre de cette émission. De l'autre côté, à Paris, une manifestation a été organisée le 11 janvier dernier. Il s'agit de quelques dizaines de personnes appartenant à la diaspora burkinabé, malienne, mais aussi nigérienne. Ceux-ci ont estimé qu'ils n'avaient pas droit de cité dans leur pays, alors manifestent contre le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, alors que celui-ci sera acté à nouveau le 29 janvier dernier. Comment interpréter ces manifestations à Paris qui ont été organisées par les autorités sur place? Eh bien, de ça aussi, on en parle avec notre invité André-Christelle Fanga, des différents enjeux et de l'impact que cela pourrait avoir sur les gouvernants africains, notamment de l'AES. André-Christelle Fanga est notre invité ce soir, vous l'avez compris, directeur de publication et analyste habitué de notre studio radio africain et panafricain. Merci d'être là, André-Christelle Fanga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Bégoudé. C'est un grand plaisir, n'est-ce pas, d'être dans vos studios pour justement répondre aux questions que vous allez devoir me poser. Oui. Et vous avez déjà annoncé les couleurs avec les deux sujets, n'est-ce pas, qui vont faire l'objet de nos échanges. Oui. Bonsoir aux techniciens, bonsoir à tous les auditeurs, téléspectateurs, Facebookers, YouTubeurs, Instagrammeurs, tous ces réseaux sociaux, n'est-ce pas, Telegram aussi, je crois. Donc, sentez-vous saluer. Je suis là à votre service. S'il y a des questions, vous me les posez. Je suis là pour répondre. Donc, voilà. Merci d'être là, André-Christelle Fanga. Je crois que nous allons entamer les discussions juste après cette transition. Le président Diomaye Diakhar Faye, s'exprimant aujourd'hui dans les rues de Dakar, s'est adressé à son peuple en rappelant qu'il fallait tenir le flambeau du panafricanisme et ce au sein même de la jeunesse durant une célébration nationale. Celui-ci a donc appelé le système éducatif à rappeler aux jeunes africains, particulièrement sénégalais, l'histoire et la culture propre à notre continent, sans oublier de mentionner que les rues devraient être défrancisées dans les prochains jours et qu'il fallait désormais penser à donner des noms africains à ces différentes rues, sans omettre, n'est-ce pas, de mettre l'accent sur l'éducation également en famille. Il s'agit d'un reprogrammage de la mémoire africaine afin qu'elle cesse d'être occidentalisée. Tels étaient donc les propos du président Diomaye Diakhar Faye au Sénégal. André-Christelle Fanga, ce propos rentre dans la même veine de ce dont nous avons parlé ce week-end avec les propos d'Emmanuel Macron qui s'attaquait directement au panafricanisme. Peut-on considérer ces discours du chef de l'État sénégalais comme une riposte à cette attaque contre les panafricanistes et leur discours? Madame Bégoudé, je pense qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, le combat panafricain a pris un volume
un très grand volume que les résultats parlent d'eux-mêmes. Les résultats parlent d'eux-mêmes, pourquoi? Parce que si la plus haute diplomatie française peut, n'est-ce pas, dans son discours face à ses ambassadeurs, n'est-ce pas, réserver, n'est-ce pas, des lignes de ce discours-là aux panafricains et au débat que nous menons, n'est-ce pas, ici chez nous en Afrique, et qui produit des résultats, alors ça veut dire que nous avons atteint, n'est-ce pas, le niveau, un niveau important. Oui. Parce que ce n'est pas encore la fin du combat, mais nous savons tous que nous avons atteint un niveau extrêmement important de combat. Parce qu'il y a encore d'autres batailles que nous devons encore mener et que nous continuerons à mener. Et je pense que là, aujourd'hui, n'est-ce pas, le président Diomaye Faye qui, dans leur logique, le duo, parce qu'il faut toujours parler du duo, Ousmane Sonko, le président Diomaye Faye, parce qu'ils sont dans une logique qui correspond au discours panafricaniste et donc ils ont prôné, n'est-ce pas, durant, c'est pas seulement pendant la période de campagne, mais depuis au moins une dizaine d'années, ils étaient dans cette logique panafricaine-là. Vous vous souvenez des anciennes vidéos, n'est-ce pas, de Ousmane Sonko quand il dénonçait, n'est-ce pas, certains accords, qui dénonçaient certaines situations au niveau de la République sénégalaise. Aujourd'hui, qui sont tous au pouvoir, ils continue dans la même logique aujourd'hui de remettre le panafricanisme ou les Africains au centre, n'est-ce pas, de l'État, de nos États. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, quand le président Diomaye Faye, n'est-ce pas, tient le discours, n'est-ce pas, auprès de ses éducateurs, auprès de ses personnes, de ses concitoyens, en disant qu'il faut remettre, n'est-ce pas, l'histoire, ou bien le paysage, ou bien les rues et tout ça, les ruelles, les espaces aux Africains et aux Sénégalais en particulier. Parce qu'en réalité, c'est une aberration d'avoir des rues, je ne sais pas quoi, Général de Gaulle, Georges Pompidou. Oui. On a des rues, n'est-ce pas, on a des places, je ne sais pas qui, que des noms qui n'ont rien à voir. Et quand vous m'avez envoyé, n'est-ce pas, les thèmes de nos échanges ce soir, j'ai pensé directement au Cameroun. J'ai pensé au Cameroun, pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que en plein centre de la ville de Douala, il y a un monument, n'est-ce pas, de l'autre côté de Gaulle. De l'autre côté, il y a le monument du soldat français inconnu. Alors, nous nous posons la question que, mais ces deux monuments-là, au centre, quand vous allez à Bonandio, n'est-ce pas, vous trouvez ces deux monuments-là, quel est leur rôle? Dans un quartier administratif? Première des choses, dans un quartier administratif, et au Cameroun tout entier, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, être aussi positionné au cœur, au centre, n'est-ce pas, de la ville économique du Cameroun, et peut-être pour dire qu'au centre du Cameroun, pour qu'ils aient cette place d'honneur. Sans compter, vous connaissez les lycées, Leclerc, le camp de Claire, ils sont nombreux hein, qui ont les rues, je ne sais pas qui, de tous ces noms-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont apporté chez nous? Alors que c'est des gens plutôt qu'on a aidés à devenir, n'est-ce pas, des hommes, des civilisés. Parce qu'ils étaient tous des esclaves. La France était esclave pendant 4 ans, était réduite en esclavage. Il a fallu que les Africains se lèvent comme un seul homme pour sortir la France de cette merde de la peste brune. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement qu'on se ressaisisse et qu'on revisite notre histoire, qu'on essaye, n'est-ce pas, d'analyser en profondeur la situation que nous traversons dans nos différents États. Parce que c'est incompréhensible et impensable qu'on continue à avoir des rues, des places, des grands lieux de rassemblement avec des noms des étrangers. Oui. Des anciens présidents français, des généraux français, des je ne sais pas qui français, sur nos territoires. Donc, je pense que le président Diomaye Faye est dans la bonne voie et je pense que ça continue. Le travail doit continuer et on doit pousser plus loin jusqu'à ce qu'on ne puisse plus avoir les vestiges de la colonisation sur nos territoires. Parce qu'en réalité, ça, c'est les vestiges de la colonisation. C'est marquer leur présence, n'est-ce pas, dans nos esprits, dans nos espaces, dans notre culture, dans presque tout.
Parce que quand vous passez dans une rue Pompidou, Oui. mais attends, vous allez chercher à connaître qui est Pompidou. Et ça fait l'objet des recherches. Et vous savez que les recherches, parfois, perdent du temps au lieu de se concentrer, n'est-ce pas, sur des choses essentielles qui peuvent aider les pays, qui peuvent aider nos États à, n'est-ce pas, à se développer. On cherche des banalités comme celle-là. Alors que si on met, par exemple, Ruben ou Miobe, Kwame Nkrumah, Sékou Touré et tout ça. Les jeunes Africains vont chercher à connaître qui ils sont. Et quand ils vont découvrir, n'est-ce pas, quels sont ces personnages-là, alors, finalement, ils vont s'approprier leur histoire et la lutte, la bataille va continuer, n'est-ce pas? C'est là où vous parlez souvent, n'est-ce pas, et le premier secrétaire du PUS nous rappelle souvent la citation de Frantz Fanon. Vous la connaissez très bien. Bien. Cette citation, n'est-ce pas? Quand vous découvrez votre mission, Oui. vous avez la responsabilité, n'est-ce pas? La trahir. Ou voilà, exactement. Donc, vous comprenez que Madame Bégoudé, Oui. il faut que les jeunes Africains puissent découvrir leur histoire, les modèles, n'est-ce pas, qui ont vécu dans leur pays, qui ont travaillé pour leur pays, pour que ils puissent se mettre dans la même ligne. Vous savez que chez nous, en Afrique, il y a la crise des modèles. Oui. Il y a eu beaucoup de crises de modèles. On a copié les contre-modèles, on a copié des contre-valeurs, on a copié beaucoup de choses qui ne nous ont pas aidés véritablement à sortir, n'est-ce pas, de ce trou profond que le colonisateur a creusé pour que nous puissions nous retrouver engouffrés aujourd'hui. Donc, félicitations au Sénégal pour cette démarche. Bon, je pense que ça ne reste pas seulement les discours. Pour l'instant, ce n'est qu'un discours. Il faut que ça se traduise en actes. Il faut que ça s'accomplisse. Oui. Il faut que des actions puissent être posées dans ce sens-là pour que nous puissions avoir des résultats concrets. André Christelle Fanga, il y a de cela quelques mois, le public panafricain, les observateurs et analystes, d'ailleurs, que nous sommes, que vous êtes, étaient démontré une impatience envers les autorités sénégalaises qui peinaient justement à avancer suivant les déclarations de campagne présidentielle ou encore les déclarations qui avaient été faites par le passé. Vous avez mentionné tout à l'heure des vidéos archives du Premier ministre aujourd'hui, Ousmane Sonko. À l'aune de toutes ces constatations, André Christelle Fanga, est-ce qu'aujourd'hui, vous direz que vous pouvez vous armer de patience face à ce gouvernement, finalement, qui a été très critiqué, vertement critiqué pour son refus, par exemple, de s'allier avec l'AES, de soutenir l'Alliance des États du Sahel dans sa quête des 3 pays plutôt à retourner au sein de la CEDEAO et dans plusieurs autres discours qui ont été soit mal interprétés, soit assez grossis. Est-ce que vous accordez aujourd'hui le bénéfice du doute? Mais écoutez, madame, moi, vous savez que je soutiens à fond Diomaye Faye, le président Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. Et dès le départ, quand ils ont gagné ces élections, j'avais prédit que Ousmane Sonko sera premier ministre. Ça sera Vladimir Poutine, Dimitri Medvedev. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et je pense qu'il fallait s'acclimater. C'est-à-dire prendre le pouls, prendre, n'est-ce pas, la température, prendre, n'est-ce pas, vous savez, succéder à Macky Sall, qui était quand même un homme assez important, n'est-ce pas, pour la communauté africaine, n'est-ce pas, et pour le Sénégal, qui a travaillé aussi à son niveau, n'est-ce pas, mais qui avait des relations un peu incestueuses avec la France, avait des relations avec le colonisateur, n'est-ce pas, ou bien les pays capitalistes et impérialistes. Bon, on a vu, mais je pense qu'aujourd'hui, il fallait trouver, n'est-ce pas, ces marques. Et ces marques-là sont en train d'être retrouvées aujourd'hui entre le duo Sonko
Diomaye Faye à la tête de l'État sénégalais. N'ont-elles pas, enfin je vous entends parfaitement, n'ont-elles pas été exacerbées par les discours également du président Emmanuel Macron, car on rappelle que plusieurs sorties du Sénégal ont été précédées justement par des propos du président Emmanuel Macron qui auraient blessé n'importe quel dirigeant africain qui se dit digne justement d'être à la tête d'un pays. C'est pour ça que je vous ai dit, Madame Begoudé, on ne pourra pas arracher nos victoires. Okay. Les panafricains ont obtenu des victoires assez importantes. Et quand nous regardons, n'est-ce pas, les résultats par rapport aux bases militaires, aux militaires français, n'est-ce pas, sur le territoire africain, et qu'ils sont en train d'être chassés ou bien démantelés, alors la France veut faire croire que non, c'est elle qui a décidé de partir, alors qu'elle s'est fait botter le derrière. Aussi simplement que ça. Et donc, elle veut tourner, n'est-ce pas, dans sa politique, dans sa manière de faire. Vous savez que c'est l'empire du mensonge. Ils ne vivent que, n'est-ce pas, du mensonge. Donc, ils veulent faire mentir, n'est-ce pas, tout le monde, que non, ce n'est pas vous qui avez obtenu, surtout nous les panafricains, c'est pas votre victoire, c'est une décision personnelle de la France. Et je suis surpris que d'autres Africains croient à cela en disant que bon, nous les avons seulement réservé, n'est-ce pas, la primauté de l'annonce, alors que nous savions tous que le Tchad avait été déjà dans une logique, n'est-ce pas, de faire partir les bases militaires, la base militaire française, les soldats américains et tout le reste. Nous savons tous que le Sénégal était dans cette option-là depuis longtemps, n'est-ce pas? Même quand vous écoutez les anciens discours de Ousmane Sonko et tout ça. Donc, même dans ces batailles. Oui. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose, et nous les panafricains, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que nous sommes dessus et que nous parlons de cela. Nous ne faisons que critiquer cela. Si aujourd'hui le franc CFA meurt, ou bien disparaît du giron africain, comme elle va disparaître là. La France aussi va dire que non, c'est parce qu'elle a voulu faire disparaître le franc CFA. Non, c'est parce que justement, nous avons sensibilisé, nous avons éduqué, nous avons, n'est-ce pas, construit un narratif pour que les Africains puissent comprendre que même on prête une centaine de dizaines, le franc CFA n'est pas une autre monnaie, les bases militaires ne sont pas pour notre bien, la présence française sur le territoire africain n'est pas là pour nous construire, nous développer, nous amener au niveau où nous voulons être. Donc vous voyez que quand nous avons réussi à construire cela, à dénoncer, à construire un narratif, à construire, n'est-ce pas, une pensée, à construire un raisonnement, à construire, n'est-ce pas, ce mental-là, aujourd'hui, de plein d'Africains, alors nous ne pouvons qu'être fiers d'obtenir certains résultats aujourd'hui. Donc, nous sommes fiers d'abord, premièrement, d'avoir le duo Diomaye Faye Sonko au pouvoir, parce que c'est le discours panafricaniste, c'est la position panafricaniste qui les a amenés au pouvoir. Les jeunes Sénégalais ont été tous d'accord, n'est-ce pas, de les accompagner, de leur accorder le suffrage, voilà, le suffrage universel pour justement diriger le Sénégal, parce que le discours panafricain passait. Aujourd'hui qu'ils sont arrivés au pouvoir, maintenant ils commencent déjà à implémenter, n'est-ce pas? Il fallait d'abord prendre du temps, et l'une des choses qu'il ne faut jamais comparaître, parce que la prise de pouvoir par la révolution, c'est-à-dire le peuple a décidé de dire ok, nous créons la rupture, parce que au Mali, au Burkina Faso et au Niger, c'est le peuple qui décide, n'est-ce pas, de prendre son destin en main après avoir élu les trois présidents de manière démocratique. Le mandat de Bazoum était encore en cours. Je crois qu'il venait d'être élu, ça ne faisait pas 2 ans. Même chose pour Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Il venait d'être élu, ça faisait à peine encore 2 ans. Je pense que pour Rochma Kaboré, c'était la même chose, n'est-ce pas, où il n'avait pas fini ses 5 ans de mandat, donc il avait encore peut-être 3 ans de mandat. Et Damiba est arrivé pour faire le coup d'État. Bon, il a fait le peu de temps avant de corriger. Donc, vous voyez que c'est le peuple, n'est-ce pas, qui a retiré sa confiance, n'est-ce pas, à ces dirigeants qui ne tenaient plus, n'est-ce pas, la dragée vers les objectifs que les panafricains se sont fixés. Et l'armée aujourd'hui est arrivée, c'est-à-dire cette armée révolutionnaire qui a accompagné, n'est-ce pas, le peuple révolutionnaire à la prise de pouvoir. Donc c'est pour ça que nous avons cette révolution au Mali,
au Niger et au Burkina Faso. Maintenant, la différence avec le Sénégal, parce que les gens veulent que le Sénégal ou bien les autorités actuelles du Sénégal se comportent exactement comme les autorités du Mali, du Niger ou en fait de l'AES. Mais non, ils ne sont pas arrivés au pouvoir de la même façon. Mais ils ont déjà été légitimés. Par exemple, enfin, je vous entends parfaitement. On fait un petit parallèle avec le Tchad où le président était en pleine transition, par exemple, et ne pouvait pas se permettre de prendre certaines décisions. Oui. Ça, la classe panafricaine, du moins la sphère panafricaniste l'a bien compris. Arrivé au pouvoir et ayant été adoubé par le peuple, finalement, il a sorti les flèches de son arc. Justement, au Sénégal, étant adoubé par le peuple pour les autorités, certains auraient pensé que ça irait un peu plus vite, par exemple, un peu comme on l'a constaté au Niger, après l'arrivée du président Abdourahmane Tiani. Madame Begoudé, c'est ce que j'étais en train de vouloir expliquer pour dire que j'ai parlé d'abord de l'acclimatation, n'est-ce pas, de prendre le pouls, la température, n'est-ce pas, de la présidente, parce que obtenir le pouvoir par les urnes, le système soi-disant démocratique, parce que moi, vous savez que je ne suis pas un démocrate, je ne crois pas, n'est-ce pas, à la démocratie. Donc, ce système-là qui est installé au Sénégal a permis, n'est-ce pas, au duo Diomaye Faye Sonko d'arriver au pouvoir. Ça, c'est deux. Et donc, il y a des vestiges de la colonisation, ou bien il y a les pièges de la soi-disant démocratie qui est établie. C'est-à-dire, il faut maintenant regarder, faire un nouveau gouvernement. Il faut observer, il faut regarder l'équipe, essayer de voir qui peut travailler avec nous, n'est-ce pas? Parce qu'on ne va pas aller chercher des Sénégalais à Mars. C'est toujours au Sénégal qu'on va les trouver. Et maintenant, savoir si ils ont la même veine, ils ont le même ADN, n'est-ce pas, constitué, n'est-ce pas, de l'énergie panafricaniste. Et donc, faire un gouvernement et maintenant commencer à implémenter maintenant tout le discours de campagne. Et je pense que voici, on a commencé, on est presque un an. Pas encore même, ce n'est même pas encore un an. Non, ça ne fait pas encore un an, ça fera un an au mois d'avril. Voilà. Donc vous voyez que il venait juste d'arriver au pouvoir, donc il y a de cela quelques mois. Et donc, donnons-leur du temps. C'est pour ça que le comportement militaire est différent, n'est-ce pas, d'un homme politique, d'un fonctionnaire, n'est-ce pas, des services, des impôts, de douane, etc., etc. Alors que le militaire, lui, il a une autre vision, une autre façon de faire les choses. La preuve en est, tous les gouvernements militaires, c'est toujours des décisions comme ça. Quand il a dit que, bon, ok, aujourd'hui nous faisons comme ça se passe comme ça. Et tout le monde va vite parce qu'on sait qu'il peut avoir une réaction de militaire, pas du président. Réaction de militaire. Vous voyez la différence entre le président, c'est-à-dire l'homme politique, et, n'est-ce pas, le militaire. Et donc, il faut savoir faire la différence avec l'arrivée au pouvoir de ces types de personnalités, mais qui, au fond, ont presque les mêmes idées, mais la façon de les implémenter ne peut pas être de la même façon. Parce qu'en réalité, le Sénégal aujourd'hui a trouver un construit, à trouver des bases, et maintenant il faut essayer d'abord de juguler, de savoir est-ce qu'on peut construire un mur sur cette base-ci, sur cette fondation-ci, ou bien il faut la casser pour rebâtir, recommencer à zéro. Donc vous voyez que tout cela est d'une importance capitale. Et voilà une réflexion claire du président Diomaye Faye qui vous présente que nous sommes panafricanistes, nous allons travailler pour que le panafricanisme puisse rayonner en disant c'est une aberration que les rues sénégalaises, n'est-ce pas, que des lieux puissent avoir des noms des étrangers, des gens qui n'ont rien à voir avec, n'est-ce pas, l'histoire du Sénégal, avec, n'est-ce pas, les personnalités historique du Sénégal. Donc, il faut revoir ça, il faut rebaptiser, n'est-ce pas, les rues. Il faut créer un narratif, il faut créer une idéologie, n'est-ce pas, que ça soit culturel, que ça soit politique, que ça soit économique, qui va permettre, n'est-ce pas, aux Africains, surtout sénégalais, de faire des recherches sur les personnalités qui méritent, n'est-ce pas, d'avoir une rue,
une ruelle, une place publique, je ne sais pas quoi, un hôpital ou une école et tout. Donc, rebaptiser, n'est-ce pas, les rues, les hôpitaux, et plein de choses, c'est d'une importance capitale pour la mémoire des jeunes sénégalais et pour l'avenir du Sénégal. Merci André Christelle Fanga. Au Sénégal, on peut rencontrer des avenues Cheikh Anta Diop ou encore Abdoulaye Wade, ancien président sénégalais, sans oublier Mamadou Dia, par exemple, qui reste une figure importante dans la lutte pour l'indépendance du Sénégal. Plusieurs avenues comme Lamine Gueye, en tout cas au Sénégal, on retrouve plusieurs rues et avenues, ruelles, bâtiments qui portent les noms des héros sénégalais, on peut les appeler ainsi, mais il y a toujours cet étouffement de rues, d'avenues et même de carrefours qui portent les noms français, qui sont considérés comme un rappel de la colonisation. Le président Diomaye Diakhar Faye estime donc aujourd'hui, en 2025, que c'en est trop. Il faudrait repenser le Sénégal. Il n'a peut-être pas dit qu'il fallait changer les noms de façon drastique, mais il envisage un changement, il envisage de rebaptiser ces rues et il envisage aussi la création de nouvelles rues avec des noms de héros africains et de héros sénégalais. D'un sujet à l'autre, finalement, qui se chevauche, on va le dire comme ça, André Christelle Fanga, le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, censé être acté par la communauté, finalement aura lieu, ou du moins sera accepté définitivement le 29 janvier prochain. C'est la date limite qui a été donnée à ces États-là pour faire un revirement de situation, encore pour retourner leur veste afin de revenir au sein de la CEDEAO. Mais déjà, des manifestations sont tenus à Paris afin de réclamer le retour de ces pays au sein de la CEDEAO, afin de demander, en tout cas afin de contester, voilà, un départ imminent de cette CEDEAO. André Christelle Fanga, sur le territoire parisien, vous aurez vu une manifestation qui demanderait plutôt le retrait des pays de la CEDEAO? Madame Begoudé, on appelle ça de la comédie. Des manifestations en France. De la diaspora burkinabé, la diaspora malienne. Malienne, oui. Qui dit non, les États de l'AES, n'est-ce pas, ne doivent pas quitter la CEDEAO. Oui. Vous ne voyez pas que c'est une comédie? Parce que c'est impensable, incroyable, que les autorités de ces trois pays ont déjà dit c'est acté. Les citoyens de ces pays-là ont dit c'est acté. Mais qu'un groupuscule de personnes manipulées, payées par la France, essaie de faire croire que non, la diaspora burkinabé, malienne, nigérienne, n'est pas d'accord avec ce retrait. Oui. Ça, c'est de la manipulation. Sachant que, selon les textes de la CEDEAO et de la dernière conférence de la CEDEAO, n'est-ce pas, les chefs d'État qui ont laissé jusqu'au 29 de voir si les autres peuvent encore revenir. Oui. En fait, ils ont laissé une porte ouverte, n'est-ce pas? Mais vous avez compris les discours de Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré et tout le général Tiani, qui ont carrément dit que c'est acté depuis avant même ça, et ils ont encore rappelé que s'il n'y a pas machine en arrière, c'est acté, c'est décidé, nous quittons la CEDEAO. Donc ces petits zouafres, n'est-ce pas, payés à quelques zéros en France par la DGS française. Nous savons tous comment on organise, n'est-ce pas, ce genre de meeting en France, cette manipulation, pour justement essayer de se fonder sur ça, pour que les médias mainstream, n'est-ce pas, puissent récupérer cela, faire tout un tapage médiatique là-dessus, faisant croire que non,
véritablement, le peuple burkinabé n'est pas d'accord, le peuple malien n'est pas d'accord, le peuple nigérien n'est pas d'accord. Non, c'est faux, c'est de la comédie. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que la France arrête ses basses manœuvres, n'est-ce pas? On sait déjà son fonctionnement, on connaît déjà comment elle fonctionne, on sait comment elle organise ces choses-là, on sait comment on traque, par exemple, les présidents qui ne sont plus en odeur de sainteté avec la France, on met une certaine diaspora en contribution, on permet, n'est-ce pas, à des soi-disant activistes. Vous vous rappelez le dernier activiste camerounais qui est justement allé rencontrer le chef de l'État Macron, n'est-ce pas, à une cérémonie, je ne sais pas quoi, qui concernait l'élevage. Et qu'il a commencé à crier vraiment, il y a génocide dans mon pays. Emmanuel Macron avait promis d'appeler le chef de l'État. Mais bien sûr, Emmanuel Macron a fait... la situation. Voilà, qu'il va... n'est-ce pas, imposer, il va même chicoter Paul Biya parce que c'était son langage que bon, il faut arrêter. Il va lui demander de résoudre ce problème. En fait, il voulait punir son grand-père. Donc, vous voyez, des occasions comme ça, là, vous voyez que tout est bien préparé. Parce que pour que vous arriviez à ce niveau et que le chef de l'État, n'est-ce pas, vous accorde tout ce temps-là avec dire, n'est-ce pas, faire cette déclaration-là. C'est un message qu'on a envoyé au Cameroun. C'est un message, n'est-ce pas, de cette soi-disant diaspora. Nous savons comment le président de la République du Cameroun est traqué, n'est-ce pas, dans les hôtels, dans les espaces parisiens, parce que organisé justement par la DGS française avec ses désœuvrés, n'est-ce pas, d'un autre genre qu'on finance, n'est-ce pas, à coup de quelques zéros pour essayer de nuire, n'est-ce pas, au président français, camerounais ou bien africain, parce qu'il n'est pas le seul, le président camerounais. Il y a d'autres présidents qui subissent les mêmes choses, n'est-ce pas, à Paris, surtout quand vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec Paris. Donc, vous voyez que le système utilisé par Paris de mobiliser les foules, de mobiliser les personnes, en fait, de tout faire pour nuire à l'image de l'AES est continuel. C'est pour ça que M. Emmanuel Macron peut tenir ce genre de discours enfantin, ce genre de discours, n'est-ce pas, parce que je ne peux pas appeler ça un discours paternaliste, c'est un discours d'un gamin qui n'a rien dans sa ciboule, qui est un parfait idiot, qui ne connaît pas l'histoire de son pays, qui ne connaît pas l'histoire des relations entre l'Afrique, n'est-ce pas, et la France, de comment ça s'est passé pour que la France puisse atteindre ce niveau-là depuis des décennies. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que les Africains travaillent leur discours, travaillent leur communication, travaillent, n'est-ce pas, leur mobilisation, parce que, je l'ai toujours dit, les Africains ne savent pas se mobiliser pour les causes justes. L'AES doit être protégée dans tous les cas, parce que l'AES, pour nous, représente un embryon de cette nouvelle Afrique que nous voulons. L'AES est une révolution qui permettra à l'Afrique, n'est-ce pas, d'obtenir des résultats concrets d'ici peu. Si nous continuons dans cette logique-là et que d'autres États puissent, n'est-ce pas, se joindre, n'est-ce pas, à cette organisation-là, alors nous pourrons avoir des résultats le plus rapides possible. Et nous savons tous que l'AES n'est pas seulement un espace communautaire, c'est une idéologie, c'est une pensée, c'est une vision, c'est quelque chose qui peut se partager partout où nous trouvons, n'est-ce pas, même si nous ne sommes pas proches de l'espace territorialement compétent de l'AES. C'est-à-dire, le Centrafrique peut peut devenir membre de l'AES. Regardez les pays des BRICS. Oui. Les BRICS sont ensemble, non? Mais est-ce que tous sont territorialement proches? Non. Le Brésil a 1000 lieues là-bas. La Chine, bon, la Chine est proche de la Fédération de Russie. Vous voyez un peu, l'Afrique du Sud est ici en Afrique. Ils sont nombreux des autres pays, l'Argentine et tous ces pays qui sont entrés, n'est-ce pas, dans les BRICS. Vous voyez qu'il y a quelque chose d'extrêmement important parce qu'ils partagent la même vision, la même idéologie. Ils partagent, n'est-ce pas, la nouvelle vision du monde. Et donc, on doit construire, n'est-ce pas, cette idée-là pour que la plupart des personnes puissent adhérer, n'est-ce pas, à l'AES. Parce que l'AES, c'est l'avenir. Donc, que ces petits zouaves manipulés par la France continuent à faire leur petit bruit, ça n'écorche même pas un peu l'image de l'AES, parce qu'elle est décidée de construire quelque chose de puissant et de grand
en Afrique. Merci André Christelle Fanga pour cette première lecture. Les manifestants à Paris qui ont estimé qu'ils se faisaient la voix des sans-voix car dénonçant une incapacité ou encore des difficultés pour leurs compatriotes au Burkina Faso, au Mali ou encore au Niger de s'exprimer, d'exprimer surtout leur désarroi ou encore leur désamour concernant cette décision de ces trois pays de partir de la CEDEAO. Les manifestations soutiennent qu'il est important pour ces pays de rester au sein de l'AES et qu'il y ait des leaders qui osent. Et eux avaient décidé, André Christelle Fanga, d'oser dans les rues de Paris, en précisant d'ailleurs qu'il s'agissait de galaudiers. D'autres manifestations sont prévues pour demander, pour implorer le Mali, le Burkina Faso et le Niger de ne pas sortir de la CEDEAO. Mais des manifestations comme celle-là, pour quel impact? Impact zéro? Impact zéro. C'est juste que la France veut se saisir, n'est-ce pas, de certains éléments. Parce que vous voyez, je vous parlais par exemple de l'attaque de la présidence du Tchad. Oui. On dit 24 personnes sous, presque droguées, hagards, qui n'avaient que des couteaux et tout le reste. Mais je dis, c'est parce que vous ne connaissez pas les méthodes françaises. Regardez, les mêmes gens, les mêmes scénarios s'est produit avec le maréchal Idriss Déby père. On allait prendre les anciens prisonniers, en fait les prisonniers de l'immigration clandestine en Libye, qui étaient dans les prisons libyennes. On les a habillés en treillis militaires, faisant croire que c'était des rebelles du FACT. On a chargé dans les pick-up. Et vous, faisant semblant avec quelques militaires aguerris là et tout, qui pouvaient faire... c'était pour gonfler le nombre. Et c'est dans cette opération-là que le maréchal du Tchad est mort. C'est-à-dire lui-même aller sur le terrain, alors qu'il y avait un sniper français qui était caché dans cette foule-là et qui a pu atteindre, n'est-ce pas, à une distance, parce que vous savez que le sniper, ils ont des fusils, n'est-ce pas, d'un autre calibre, puis il a pu atteindre le maréchal dans la base où il était, n'est-ce pas, logé. Donc, vous voyez que ces opérations sont menées de façon qu'on envoie des troupes que vous négligez, que vous pensez que c'est rien. C'est-à-dire, on envoie 24 personnes qui amènent le couteau, et même maintenant, quand ils réussissent à créer peut-être ce petit chaos, ce petit désordre, maintenant, ceux qui sont véritablement, quand peut-être vous avez dépensé vos munitions ou bien vous êtes déstabilisé, vous croyez que non, vous avez réussi, n'est-ce pas, à neutraliser, c'est là où maintenant les vrais mercenaires sortent derrière et assomment et finissent par réussir leur coup. Donc, c'est la même méthode, c'est des petits mercenaires qui ont été recrutés. Je dis bien, ce que vous voyez manifester là, c'est des mercenaires qui ont été recrutés pour nuire à l'image de l'AES. C'est la DGS française, c'est la politique française, n'est-ce pas, qui paye ces manifestants pour justement essayer de trouver des éléments, parce que vous allez suivre les reportages de France 24, de RFI, de LCI et tout, et de toutes ces chaînes des médias mainstream, n'est-ce pas, ces médias français, ils vont nous rabâcher les oreilles de comment le peuple s'insurge, voilà. Face au départ du Mali, du Burkina Faso, de la CEDEAO. Et vous voyez, et ça va faire l'objet des débats, et finalement, bon, comme si c'était encore à l'époque où vous voyez un peu, ils auraient couru peut-être prendre une résolution là, en disant, ok, bon, comme le peuple est debout, comme le peuple est debout, comme un seul homme, allez, on va bombarder, n'est-ce pas, le Mali, on va bombarder le Burkina Faso pour chasser les autorités, n'est-ce pas, qui sont sur place. Mais
comme nous connaissons déjà la méthode, c'est juste une tempête dans un verre d'eau. Et ce qui rejoint peut-être les propos du président tchadien, il y a de cela 3 jours après le discours d'Emmanuel Macron, le maréchal Idriss Déby Itno rappelait qu'Emmanuel Macron se trompe d'époque. Aujourd'hui, ce qui était possible avant, ce qui était possible hier, n'est plus du tout possible. Mais vous comprenez que le discours que nous tenons décomplexe, nos personnalités politiques, nos personnalités économiques, nos personnalités culturelles, nos jeunes, n'est-ce pas, jeunes gens, n'est-ce pas, de notre espace de vie africain. Parce qu'aujourd'hui, M. Emmanuel Macron ne comprend pas que le jeune, je vous ai toujours dit, par exemple, moi, si je rêve d'aller en France, c'est un cauchemar. Pour moi, il faut vite me réveiller pour que ça ne continue pas ce rêve-là. Parce que pour moi, la France ne me dit absolument rien. Ce n'est pas une référence, que ça soit touristique, économique et tout le reste. Je m'en tape. Vous voyez un peu. Et ils sont nombreux des Africains comme moi qui pensent que il y a d'autres lieux, il y a d'autres espaces où on peut s'exprimer sans faire référence à la France. Alors qu'à une certaine époque, tout le monde était fixé, tout le monde avait les regards fixés que sur la Tour Eiffel. Le rêve de tout un chacun, c'est d'atteindre la Tour Eiffel, de se filmer à la Tour Eiffel. Je suis à Paris. Pour nous, Paris ne me dit rien. Paris ne m'influence pas. Paris ne m'impacte pas. Et je voudrais rappeler aux jeunes Africains de regarder plus loin, au-delà, n'est-ce pas, de ces lumières, que ça soit aux États-Unis, de ces lumières-là qui brillent, des villes où tout est, la lumière c'est éclairé de jour comme de nuit. Vous voyez un peu, de ne pas se faire berner par ces lumières-là. En fait, ces lumières-là ne sont que le trompe-œil parce que la réalité est autre. Et donc, sachant que le président Mahamat Idriss Déby, le maréchal, sait que lui et Macron sont presque de la même génération. Bon, Macron est un peu plus vieux. Vous savez qu'il a quand même déjà grandi. Vous savez que le sang de vieillesse, n'est-ce pas, est contagieux. Voilà, vous savez de quoi je parle. Je ne sais pas de quoi vous savez de quoi je parle. Brigitte, bon, passons. Sont presque de la même génération. Et Mahamat Déby comprend mieux les enjeux de sa génération, de son pays. Et c'est pour ça qu'il peut rappeler à M. Macron que mais, vous n'êtes pas si vieux que ça. Pour que vous compreniez que l'époque des Pompidou, Giscard d'Estaing, Chirac, Mitterrand, c'est dépassé. Et même dernièrement, du voyou qui a les chaînes maintenant au pied là. Vous parlez du président Nicolas Sarkozy. Quoi? Vous l'avez appelé comment? C'est un ancien chef d'État. Bon, ce voyou, délinquant voleur, qui est maintenant, qui marche avec les chaînes au pied parce qu'il est condamné. Ouais, un peu. C'est comme ça qu'on condamne les gens en France. Surtout un chef d'État, un ancien chef d'État. Dernièrement, quand je voulais parler de lui en disant que, vous voyez, c'est l'un des derniers voyous présidents que la France a eu, paternaliste, qui pensait, qui parlait, n'est-ce pas, avec condescendance et qui agissait même. Parce que quand il se met, par exemple, à France 24, il dit « Je donne 72 heures au président Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Sinon, nous allons... » Vous voyez un peu. La France a décidé. La France a décidé. Ah, attention, mais vous avez décidé, oui, pour le compte de qui? Vous voyez un peu? Et donc, M. Macron revient avec ce genre de discours. La France a dit, la France a décidé, la France veut, la France... Mais, monsieur, vous ne parlez plus à Fouet-Boigny, là, ou bien à votre laquais, M. Alassane Dramane Ouattara, ou bien Faure Yassimbe. Vous ne parlez pas à Talon. Écoutez, vous parlez quand même à de jeunes brillants Africains, des militaires aguerris, bien formés. Assimi Goïta, le général Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré,
le général Abdourahmane Tiani, le maréchal Mahamad Idriss. Vous voyez un peu? Vous parlez à des brillants militaires qui ont eu des carrières militaires assez, n'est-ce pas, pointilleux. Leur carrière est palpable, claire. Pas comme ceux qui sont devenus maréchals sans rien faire. Le maréchal Leclerc, vous le connaissez, c'est un suicidaire. Il est venu au Cameroun là, pour se suicider. C'est les chefs Sawa, n'est-ce pas, les chefs du littoral qui l'ont aidé à retrouver le vrai sens de la vie. Parce qu'on lui a permis, n'est-ce pas, de se réinventer avant de prendre maintenant les soldats pour aller libérer la France. Donc je pense qu'aujourd'hui, M. Emmanuel Macron doit comprendre et doit savoir que les époques sont réellement différentes. Et je pense que le maréchal du Tchad a raison de lui rappeler que M. Macron se trompe quasiment d'époque. Parce que ce n'est plus l'époque où les chefs d'État français décidaient de la politique dans nos États, décidaient de ce qui devait se passer en 24. Et vous savez, c'est pour ça qu'ils ont mis ces systèmes en place, c'est-à-dire les systèmes de rébellion, les systèmes des ONG, n'est-ce pas, qui vous fait des rapports. Amnesty International va vous sortir un rapport, Human Rights Watch va vous sortir un rapport qui est encore, ils sont nombreux, qui vont vous sortir des rapports là, n'est-ce pas, en disant oh non, il y a des exactions, il y a ceci, le non-respect des droits de l'homme, le non-respect de ceci et tout. Donc on vous rappelle que les regards occidentaux sont toujours braqués sur ces pays. Mais bien sûr. Donc ils sont toujours là à la quête. Ils sont toujours braqués là. Ils veulent absolument reconquérir ces espaces-là, c'est-à-dire l'AES. Ils veulent reconquérir ces pays-là. Je pense que c'est comme ça, c'est là où ta question était dirigée. Si ils sont toujours, n'est-ce pas, intéressés par... Mais s'ils n'étaient pas intéressés, ils n'organiseraient pas, n'est-ce pas, ces marches. Parce que c'est les pays occidentaux qui organisent les marches. C'est eux qui donnent les autorisations. C'est eux qui donnent, n'est-ce pas, c'est le préfet de police, n'est-ce pas, qui permet, n'est-ce pas, à ces gens de se retrouver. Et si la France disait non, à chaque fois, par exemple, que le chef de l'État camerounais, quand ils se sont retrouvés, quand ils ont échangé et tout le reste, quand il fallait sécuriser le président camerounais en France, ils ne l'ont pas sécurisé. Est-ce que vous avez vu des bruits, n'est-ce pas, à son hôtel ou bien et tout et tout? Ils étaient maintenus à distance. Ces zouaves-là étaient maintenus à distance. La soi-disant la brigade anti-Sardina était maîtrisée à distance parce que la France avait pris des mesures. Mais quand ils ne prennent pas des mesures, n'est-ce pas, vous-même vous voyez des grabuges jusqu'au sein de l'hôtel où loge un chef d'État. Et donc, vous comprenez que si ces zouaves-là se retrouvent dans la rue manifestant, ça veut dire qu'il y a eu, n'est-ce pas, une autorisation, il y a eu des financements, il y a eu, vous savez que la vie est très dure de ce côté-là en Occident, surtout pour les émigrés clandestins là qui n'ont pas de papier. Et la France fait exprès parfois de maintenir certains sans papier, même s'ils ont la possibilité de les obtenir, parce que ça devient un moyen de pression sur eux. Vous évoquez l'hypothèse des marches contre le départ des pays de l'AES, de la CEDEAO, pour des cartes de séjour, des visas. Bien sûr, bien sûr. Vous le savez tous que, d'ailleurs, vous connaissez le problème qu'il y a eu avec l'Algérie. Directement, la France parle de suspension des visas et tout ça. Vous voyez que c'est une idée, sans compter l'appui, l'aide au développement et tout ça. Donc, vous voyez comment les méthodes de chantage, les méthodes, n'est-ce pas, de déstabilisation, parce qu'en réalité, ils ont un problème avec l'Algérie depuis longtemps. Et donc, il faut profiter d'une occasion, n'est-ce pas, de quelqu'un qui a fait... je ne sais pas, c'était une vidéo de ce TikTok disant... Oui, un TikToker, voilà, et tout, et bon, pas on le porte comme un colis pour aller le jeter, n'est-ce pas, en Algérie. L'Algérie dit, mais non, remplissez la paperasse normalement comme il faut avant de le renvoyer ici. Et directement la France, n'est-ce pas, au travers du ministre, n'est-ce pas, des relations... des affaires étrangères, et même le ministre de l'Intérieur prennent des décisions, n'est-ce pas, en disant, ok, la France va couper l'aide, n'est-ce pas, la France va supprimer les visas contre l'Algérie et tout. Vous voyez que c'était un prétexte.
pour qu'on arrive à n'est-ce pas, à cette situation-là, pour essayer de faire le chantage à l'Algérie, pour davantage mener le combat, n'est-ce pas, de paternalisme de la France sur nos différents États. Donc, la France est toujours intéressée par les pays de l'AES, sachant que si elle les empêche, n'est-ce pas, de sortir de la CEDEAO, la CEDEAO étant contrôlée par la France, alors il reprend le contrôle, n'est-ce pas, sur ces différents États-là. Donc, tout est bien calculé, tout est politiquement, n'est-ce pas, travaillé pour justement atteindre certains objectifs fixés par les impérialistes colonisateurs. Mais malheureusement ou heureusement, André Christelle Fanga, les calculs ont été faussés car le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne comptent pas revenir au sein de la CEDEAO, mais plutôt renforcer les institutions de la Confédération des États du Sahel. On sait qu'en ce moment, les défis sécuritaires sont par exemple en pole position dans ces différents pays. La sécurisation également des frontières avec les attaques par exemple du côté du Bénin qui ont été enregistrées ces derniers jours, et pas que le Bénin, des pays voisins ont malheureusement été victimes d'attaques terroristes, et donc la question sécuritaire reste une priorité pour les pays de l'AES, sans compter les questions économiques. Vous savez que les attaques par exemple au Bénin, c'est pour préparer aux soldats qui ont été stationnés là-bas, français, parce qu'ils sont nombreux les soldats français, pour justement leur donner la légitimité d'être présents, n'est-ce pas, sur ces frontières-là. Vous savez que la France, pour s'installer quelque part, c'est pour ça que c'est le pays des pompiers pyromanes. C'est-à-dire, le pyromane, qu'est-ce qu'il fait? Il allume le feu, et maintenant, il revient comme un sapeur-pompier. Vous venez dire, ah, il y a le feu, il y a le feu. Donc, pour que, n'est-ce pas, il faut que, donnez-moi l'espace, je vais éteindre le feu. Donc, ils créent le terrorisme pour justifier leur présence, en fait, pour qu'ils aient une légitimité, une légalité, une feuille de route, n'est-ce pas, qui leur permet, n'est-ce pas, de s'installer au Bénin, et maintenant pour davantage avoir un pied aussi au Niger, pour mieux peaufiner, n'est-ce pas, la stratégie de déstabilisation du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Même chose en Côte d'Ivoire. Donc, je vous prenais juste au bon, hein, n'est-ce pas, cette question pour vous, pour rappeler, pour que ça ne m'échappe pas, pour vous dire que c'est une stratégie d'avantage, n'est-ce pas, pour mettre en mal les États de l'AES, ces soi-disant attaques, n'est-ce pas, terroristes au Bénin. Voilà. Merci André Christelle Fanga. Alors c'est terminé en tout cas, Regard panafricain. Très tôt comme ça. Ça fait un plaisir d'échanger avec vous. Il restait même encore 20 vous aviez peut-être 20 minutes. Vous aviez peut-être quelque chose à rajouter. Oui, je voulais juste je ne saurais vous priver. Oui, je voulais juste rajouter que les méthodes françaises sont connues. Oui. Les méthodes de déstabilisation de nos États sont connues. Nous ne faisons que les exposer. Quand vous voyez des rassemblements comme ceux-là, ça veut dire qu'il y a un agenda caché derrière. Quand vous voyez une déclaration d'une ONG ou bien d'un homme politique, il faut comprendre qu'il y a un agenda caché derrière. Il y a un plan bien, n'est-ce pas, ourdi pour justement attaquer ces différents pays-là. Quand vous voyez une communication, vous voyez un chef d'État communiquer de cette façon-là, ça veut dire qu'il y a un plan déjà bien orchestré et bien arrangé. Et donc, c'est à nous maintenant, les Africains, d'être vigilants et de contrecarrer, n'est-ce pas, tous ces différents éléments-là. Alors, s'il y a une manifestation à Paris de quelques Burkinabés, Maliens, Nigériens, alors il faut que nos frères du Niger, du Mali, n'est-ce pas, du Burkina Faso, manifestent en retour et en grande amplitude. Qui ne sont pas muselés, parce que selon les manifestants à Paris, la population ne peut pas s'exprimer, la population n'est pas d'accord avec ce retrait, mais ne peut pas s'exprimer parce que les militaires c'est du voyoutisme, ce qui racontent les médias occidentaux, c'est du voyoutisme. Alors que le peuple malien, le peuple burkinabé, nigérien, manifeste à chaque moment quand besoin se présente, surtout pour les causes justes. C'est-à-dire, on manifeste pour dire oui à la sortie, n'est-ce pas,
de ces États de l'AES, de la CEDEAO, oui, n'est-ce pas, à la en fait, comment dire ça, définitivement, nous sortons de la CEDEAO et c'est une très grande joie pour nous. Donc, c'est notre manifestation de joie. Et donc, je crois qu'avant le 29, le jour soi-disant que la CEDEAO, n'est-ce pas, va conclure finalement. Ce sera la fin du délai accordé. Alors, avant ça, les populations du Burkina Faso, du Niger, du Mali doivent manifester pour dire aux petits ouafres, n'est-ce pas, affamés de Paris que ce n'est pas le peuple là-bas. Le peuple se trouve au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Merci bien André Christelle Fanga pour votre temps accordé, pour votre analyse et puis bien sûr votre expertise apportée dans le cadre de ce programme Regard panafricain. On a suivi votre regard panafricain sur l'actualité au Sénégal avec la défrancisation du patrimoine africain. Le Sénégal marche-t-il sur la voie de l'AES? C'était l'une des interrogations dans ce programme. Votre regard panafricain a également été porté sur les manifestations organisées et autorisées à Paris le 11 janvier dernier. Ces manifestations réclamaient ou encore contestaient le départ de l'AES de la CEDEAO et demandaient à être consulter avant une telle décision. Merci en tout cas de nous avoir regardé sur For You Media Africa, nos plateformes internet, de nous avoir regardé sur vos petits écrans. Vous nous avez écouté sur notre radio panafricaine, For You Radio 96.3 FM. Ce fut un plaisir de vous servir. Merci également à Kelly qui est à la mise en onde et derrière les caméras. On se retrouve très bientôt sur For You Radio, la radio panafricaine. D'ici là, portez-vous bien. Regard panafricain, c'est terminé. À très bientôt à tous. Au revoir, N'Djamena.